Pierre Boilet, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes historien, professeur à l'Université Paris 1 et directeur du Centre d'études des mondes africains au CNRS. Personnellement, vous êtes spécialisé dans le nomadisme Alors, ou- personnellement, disons que je suis un historien de l'Afrique contemporaine, s'intéressant particulièrement aux politiques, à l'histoire politique, sur un terrain qui est le Sahel et le Sahara. Alors, l'histoire du politique, c'est très vaste, parce que c'est aussi bien donc l'histoire des espaces, de la constitution des États, des mobilités, des minorités, des périphéries. Et c'est dans ce sens que je me suis intéressé, par exemple, aux rébellions Touareg. Voilà. Alors là, vous êtes malgré vous au cœur de l'actualité puisque Ouais. vous ne pouvez plus travailler dans cette région. qui est au Voilà, disons que nord ça du Mali. devient assez dangereux de travailler dans cette région, puisque en tant que fonctionnaire français en plus, on est particulièrement visé. Bon, néanmoins, ça n'empêche pas d'avancer malgré tout, puisque... Expliquez-nous peut-être d'abord le problème. Alors le problème, c'est qu'effectivement, donc actuellement, d'abord il y a eu les rébellions Touareg à partir des années 90, qui se sont terminées pour la plus grosse en 96 avec la cérémonie de la Flamme de la Paix qui s'est passée à Tombouctou. Ensuite, il y a eu d'autres répliques de la rébellion. Et puis maintenant, surtout, le gros problème, c'est que Al-Qaïda, sous sa version AQMI, donc Al-Qaïda au Maghreb islamique, est installé dans la région. Et en plus, ça se conjugue avec un important trafic de drogue qui vient en provenance d'Amérique du Sud, etc. etc. Donc l'ensemble de la région est un petit peu difficile à parcourir. Il n'empêche que quand on pratique un terrain depuis très longtemps, on a des amitiés, on connaît beaucoup de gens et donc on peut aussi recueillir des informations, se promener aux lisières de la région, recueillir dans la capitale même un certain nombre d'informations puisque les gens bougent aussi et que le travail peut continuer même s'il est évidemment rendu beaucoup plus difficile. Quelle est la position du CNRS face à cette situation? Alors la position du CNRS en fait est de protéger ses agents et d'éviter les problèmes politiques qui peuvent se poser à la France. Donc les ambassades et les services de défense placent sur Internet, entre autres, des cartes qui sont colorées en rouge pour toutes les zones où on n'a pas le droit d'aller. À ce moment-là, évidemment, quand on demande une mission dans ces zones, on a affaire aux fonctionnaires qui représentent la défense, au CNRS, qui autorisent ou non la mission et qui, dans ce cas-là précisément, donc, généralement ne l'autorisent pas. Donc après, vous pouvez toujours, en tant qu'individu, essayer d'y aller, mais c'est pas très honnête par rapport, évidemment, donc, au fait qu'on ait des fonctionnaires français, etc. Mais encore une fois, il y a tas de possibilités de récupérer des informations en dehors même de ces régions, même si c'est toujours beaucoup plus difficile de ne pas sentir le pouls réel de la région et d'être sur place, quoi. Alors, quelle est votre analyse en tant qu'historien sur ce qui se passe dans cette région en ce moment et sans doute sur le fait que les jeunes Touaregs sont séduits par les thèses d'Al-Qaïda, par exemple? Bon, est-ce que les jeunes Touaregs sont séduits par la thèse Peut-être un peu d'Al-Qaïda? excessif, C'est oui. peut-être un peu excessif. Ce qui est sûr, c'est que cette région donc, a fait une rébellion en 90 particulièrement, et puis d'autres petites répliques donc, dans les années 2000, qui donc réclamaient d'abord une meilleure intégration à l'État malien. Ça s'est passé de la même façon au Niger. La possibilité de rentrer dans la police, dans la gendarmerie, etc. Bon, et puis surtout un meilleur développement. Bon, c'est une région qui effectivement est assez déshéritée, qui est désertique, où les projets de développement sont rares. Donc cette rébellion a fait avancer les choses malgré tout, et ça les jeunes certainement ne le voient pas, ne s'en rendent pas compte, ils sont nés trop tard, je pourrais dire. Donc il y a eu effectivement intégration des combattants ex-rebelles dans les corps en uniforme de l'État, il y a eu des projets de développement, mais tout ça est insuffisant et le chômage est énorme dans ces régions, l'activité est difficile, le nomadisme devient difficile aussi, les sécheresses sont assez récurrentes. Bon. Bon, donc il y a un manque d'argent, un manque d'activité, etc. Donc à la fois quand se présente la possibilité de faire du trafic de drogue par exemple, on y va. Et c'est pas des gens qui sont décisionnaires, c'est des gens qui transportent la drogue d'un endroit à l'autre. Et puis surtout quand AQMI arrive et dit je suis prêt en fait à acheter un otage si vous le récupérez quelque part, évidemment c'est beaucoup d'argent. Donc je pense que les jeunes Touaregs dans leur grande majorité, en très très grande majorité, sont surtout séduits par ça, par le fait de pouvoir revendre un otage qu'ils auraient récupéré quelque part. Maintenant, peut-être que des individus sont séduits par
par ACMI, mais je crois qu'ils sont très rares. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a une forme d'anti-occidentalisme qui existe et qui peut, sur la marge, peut-être séduire effectivement certaines personnes. Mais je crois surtout que le vrai problème est un problème économique et un problème de travail. En l'occurrence, la France n'a pas forcément une très bonne image dans ces régions. Ben non, la France n'a pas forcément une très bonne image. D'abord, c'est l'ancienne puissance colonisatrice. Ensuite, on dit et on répète, et on n'a pas forcément tort, que ce qui l'intéresse justement, c'est l'uranium par exemple au Niger, que ce sont des ressources minières, etc. Et on sent un égoïsme de la part de l'Occident, évidemment. Donc, en plus, les Touaregs sont particulièrement attachés à l'idée que la France a des responsabilités dans cette région et que notamment elle a lâché la région quand elle est partie à la décolonisation, sans se rendre compte des pièges, des mines qui pouvaient rester, comme on dit certains, c'est-à-dire en fait cette cohabitation qui devait se faire entre le nord et le sud du Mali par exemple, et que donc la France a ses responsabilités à prendre. Et souvent on estime qu'elle ne les prend pas assez. Est-ce que le résultat de vos travaux peut aider à désamorcer les tensions qui ont lieu en ce moment? Est-ce que ça peut aider les politiques à trouver des solutions? Écoutez, moi je suis historien, donc je ne suis pas futuriste, ou je ne sais pas comment on dit, anticipateur, mais en attendant, je pense que les travaux d'historiens servent essentiellement à comprendre une situation, et donc forcément quand on la comprend mieux, on a des possibilités de l'analyser mieux, et donc des possibilités peut-être de trouver des meilleures solutions. Alors ce qu'on espère, nous, c'est qu'effectivement le fait de faire ces travaux puisse permettre aux politiques de mieux comprendre des situations, puisse permettre donc de prendre des décisions meilleures, et en plus on a un échange avec notamment les gens sur place, l'ambassade, etc., pour tenter en permanence de mettre ce que l'on a pu apprendre, notre savoir donc au service de ce qui peut se passer dans l'action française. Alors ce qu'on regrette souvent, c'est que finalement on n'est pas tant entendu que ça, ni même consulté. On aurait pu par exemple nous consulter avant de dire qu'il n'y avait pas d'histoire en Afrique, à Dakar. Ça aurait été intéressant, vu qu'on est payé en tant qu'historien de l'Afrique, bon, ça aurait été utile. Vous voyez, c'est un petit peu ça qui pose problème, mais en pratique, on voit quand même malgré tout que notamment localement, nos bouquins, nos articles sont lus, et donc on est aussi consulté régulièrement malgré tout par les ambassadeurs, par les premiers conseillers, etc. Donc oui, je pense que nos travaux servent réellement. Comment êtes-vous reçu en tant que chercheur dans ces régions-là? Disons qu'au départ, je n'ai pas été reçu comme chercheur, mais comme homme. D'ailleurs, j'ai commencé à me promener dans cette région comme homme, avant d'être chercheur. Et c'est parce que je connaissais assez bien la région que j'ai fini par me dire que c'était intéressant de travailler là-dessus. Parce qu'au moment où j'ai commencé, c'était avant les rébellions. Et donc, il y avait une situation assez curieuse d'une partie du Sahara où on imagine que les gens sont libres, etc. Mais qui, au contraire, était sous chape militaire et policière. Et donc, le problème se posait de savoir pourquoi. Et enfin, en réalité, il s'agissait effectivement de la répression ou du maintien de l'ordre après une première rébellion qui avait eu lieu en 1964, qu'on connaît très peu en France, et qui posait le problème effectivement de la liberté ou du contrôle de ces régions désertiques. Donc, en tant qu'homme, je me suis fait des amis, etc. Et après, le passage est allé assez facilement du passage de l'homme au chercheur, même si le chercheur reste un homme, je vous assure. Et donc, l'idée, c'est effectivement donc, que les gens qui me connaissaient ont eu beaucoup plus de confiance à parler, etc. Ceci dit, si vous arrivez comme chercheur dans des zones de la collecte orale, c'est évidemment pas en une seule fois que vous allez récupérer des choses. Il vous faut venir, revenir, avoir la confiance des gens, vous-même être en confiance et donc travailler sur ce que l'on peut recueillir en sachant qu'on a une position de chercheur de toute façon, quoi qu'il se passe, qu'on est un Français, qu'on a des idées dans la tête, que ces idées on s'en sépare pas comme ça, donc il faut au minimum en être conscient. Et puis par ailleurs donc savoir que dans tous les cas de figure, on va vous instrumentaliser en quelque sorte pour faire passer des messages, espérer que dans l'histoire il y ait des choses qui passent. Bon, enfin, donc c'est à vous après de travailler, de confronter toutes ces sources et puis d'en déduire ce que vous en pensez. Merci. De rien, merci à vous.